Merci beaucoup. Merci aux journalistes qui sont ici présents et bien sûr à ceux et celles qui nous suivent via les médias sociaux, dont Facebook. Écoutez, aujourd'hui, on est là pour parler d'une victoire. C'est une victoire pour toutes celles et ceux qui cherchent à se loger. On parle bien sûr des personnes qui ont des besoins particuliers, que ce soit les personnes aînées, ça peut être des femmes victimes de violences conjugales, ça peut être des personnes en situation d'itinérance, mais c'est aussi pour la classe moyenne qui cherche des logements abordables, qui veut se loger dans l'ensemble du Québec. Et pour célébrer cette victoire, bien, je suis très heureuse d'être accompagnée de mes collègues. Tout d'abord, le maire de Québec, M. Régis Labombe, ainsi que le maire de la ville de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, qui est également le président du caucus des grandes villes de l'UMQ. Vous savez, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années qu'on en parle, chacun à notre tour, chacun à notre façon de ce qui se passe au niveau de l'habitation. Et au final, on se rend compte que malgré nos situations particulières, parce que nos villes sont différentes, les besoins en habitation, ils sont criants, ils sont réels. Alors aujourd'hui, de pouvoir dire qu'une entente des principes a été signée, ou du moins, on n'a pas encore signé, mais plutôt qu'il y a cette entente de principe entre le provincial et le fédéral concernant les sommes d'argent. On parle de 1,4 milliard de dollars qui va être octroyé, qui va maintenant descendre dans la province du Québec parce qu'on est la seule province qui n'avait pas encore d'entente bilatérale et qui va servir à l'habitation dans les grandes villes, oui, mais je tiens également à mentionner dans les petites villes parce que des problèmes de logement ou la difficulté de se loger, il existe également dans les petites municipalités. Vous le savez, j'en parle souvent de l'habitation. J'en parle presque tout le temps parce que c'est une priorité pour mon administration. Mais clairement, c'est pas juste une problématique à Montréal. C'est une problématique partout. Là-dessus, je tiens à remercier la ministre Laforêt, qui est la ministre responsable de l'habitation, pour le travail qu'elle a fait au cours des dernières années, ainsi que le ministre Hussein, qui est également responsable au niveau du fédéral pour la question de l'habitation. Et je dirais que j'ai envie de remercier mes collègues qui ont fait un travail qui, eux aussi, ont pris toutes les occasions qui leur étaient données pour parler d'habitation. C'est d'autant plus pertinent de parler d'habitation quand on sait ce qui se passe avec la COVID. La COVID, c'est venu exacerber les besoins en habitation. Ça aussi, vous m'entendez souvent en parler. On a juste à se tourner sur la rue Notre-Dame où est-ce qu'il y a à peu près 70 personnes qui habitent dans des tentes. Plusieurs d'entre eux vont vous le dire. Ce qu'ils veulent, c'est un toit. Il y en a qui ont un job, mais ils n'arrivent pas à se loger. Alors oui, il faut des refuges pour les personnes en situation d'itinérance, mais pour des solutions pérennes qui tiennent la route à long terme et qui permettent aux gens de sortir de la précarité, c'est du logement qu'il faut. À Montréal, c'est 150 000 ménages qui n'arrivent pas à se loger décemment. Et dans la région métropolitaine de Montréal, parce que bien sûr, je vous parle de Montréal, mais je vais mettre mon chapeau de présidente de la CMM, il y en a des besoins ailleurs que dans la ville de Montréal. Il y en a à Longueuil, il y en a à Terrebonne, il y en a à Laval, il y en a dans les plus petites municipalités de la CMM. C'est bien réel. On parle de plus de 200 ménages au total dans la région métropolitaine. Dans les dernières années, on a souvent levé la main, fait des cris du cœur pour demander de l'aide. Et chacune de nos villes, on a essayé de trouver des solutions avec ce que je dirais les moyens du bord. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il ne faut pas oublier que toute la question de l'habitation, c'est une responsabilité qui est provinciale. Mais malgré tout, on a décidé d'être proactif, de mettre des mesures en place. Mes collègues pourront vous parler de leurs plans respectifs parce qu'on n'a pas chômé sur cette question-là. Mais, par exemple, à Montréal, notre stratégie de 12 000 logements abordables et sociaux qu'on a implanté, qu'on a lancé il y a 3 ans et qui va très bien d'ailleurs, mais là, on a besoin de plus d'argent parce qu'on a tout vidé les coffres, mais c'est une volonté réelle. Le fait de mettre en place le droit de préemption sur 300 lots, dont des immeubles que la Ville va pouvoir acheter. On a mis 50 millions de dollars, la Ville de Montréal. C'est une première, un investissement aussi grand pour la Ville de Montréal dédié à acheter des terrains et des bâtiments pour faire du logement social. On est très proactif.
Et le dernier élément, bien, c'est bien sûr le règlement pour la métropole mixte, le 20-20-20, comme on l'appelle, qui se veut un pas supplémentaire pour s'assurer que toutes les parties prenantes qui touchent l'habitation, autant les promoteurs que la ville, que les GRT, que les groupes communautaires, on puisse travailler ensemble pour trouver des solutions pérennes, encore une fois, à l'ensemble des personnes qui cherchent un logement qui est, qui correspond à leurs besoins, mais aussi à leur capacité de payer. Alors, en terminant et avant de passer la parole à mes collègues, oui, c'est une victoire aujourd'hui, mais je ne vous cacherai pas que maintenant, on a hâte, d'une part, que l'entente soit signée, mais également de voir les détails. L'expression « le diable se cache dans les détails » est vraie. Alors nous, on l'a répété sur plusieurs tribunes, les programmes au Québec fonctionnent et justement, on souhaite utiliser les programmes existants. Je pense entre autres à Accès Logis, qui à Montréal nous a permis d'aller loin au cours des 3 dernières années, mais on souhaite bien sûr renflouer ou du moins venir bonifier ces programmes qui sont si importants. Et en terminant, pour ceux qui peut-être se disent, ben voyons, l'habitation, pourquoi on en parle autant? Oui, il y a une question de soutenir les populations vulnérables, mais comme je vous dis, même la classe moyenne n'a pas toujours de la facilité à se loger. Mais il ne faut pas oublier non plus que le logement, investir dans le logement, c'est payant. C'est un investissement parce qu'à chaque fois qu'on est, premièrement, pour un gouvernement, à chaque dollar qu'il investit dans l'habitation, c'est les villes, les organismes, les GRT qui investissent à part égale. Alors, c'est un investissement qui est payant pour un gouvernement, mais aussi, à chaque fois qu'on investit à chaque fois qu'on loge une personne, non, ça crée à peu près 2,30 $ de retombées économiques, tant dans la construction que ça fait aussi des citoyens qui sont capables de dépenser. Ça devient, il faut partie prenante de la société et donc peuvent réinvestir dans la société et dans l'économie. Alors, je souhaite vraiment qu'on ait aussi ça en tête quand des fois on se demande pourquoi tant d'énergie sont déployées par les maires et mairesses pour l'habitation. 1, parce que se loger est un droit fondamental de l'ONU. 2, parce que nous sommes sur la ligne de front puis on voit ce que ça fait des personnes qui n'arrivent pas à se loger, surtout dans une période comme la COVID. Et 3e, parce que c'est bon pour l'économie. Alors, je vais passer la parole à mon collègue Maxime, qui, d'ailleurs, que je remercie pour son travail comme président de caucus des grandes villes de l'UMQ, un enjeu qui le touche également grandement à Gatineau. Maxime? Merci, Mme Plante. Salutations à M. Labaume. Merci à vous tous d'être ici. Moi aussi, évidemment, je suis très heureux de l'entente de principe. C'est un développement qui est extrêmement positif pour nous. Vous me permettrez de dire qu'il était temps, parce que ça fait 3 ans que cette négociation-là a lieu et ça fait longtemps qu'on a des enjeux de logement majeurs chez nous. On a très, très hâte, je ne répéterai pas tout ce que Mme Plante a dit, là, mais on a très, très hâte de connaître les détails parce que pour nous, les fonds doivent, par quelques mécanismes qui seront prévus, pouvoir aller à la réalité actuelle, donc au programme existant. Pour nous, ça, c'est important parce que ça marche au Québec. T'sais, évidemment, tous les systèmes sont améliorables, là, mais en gros, notre écosystème logement, le partenariat entre les villes, les organismes communautaires, le programme Accès Logis lui-même, notre partenariat avec la SHQ, ça fonctionne, mais c'est un système qui manque de gaz. Puis ce que je veux dire, c'est qu'il manque d'argent. C'est pour ça qu'on a hâte de voir à quel point il va y avoir des voies de passage entre ce qui a été signé entre l'entente de principe puis la réalité sur le terrain chez nous. On a décidé, malgré l'entente de principe, d'être ici parce que, oui, on veut envoyer le message qu'on va la regarder de très près, mais aussi pour réitérer l'urgence. Puis, ça vient d'être dit pour Montréal, ça s'applique pour Gatineau. Une ville comme nous, là, on a un taux d'inoccupation qui tourne autour de 1,5 %. Ça, c'est une crise, là. On a vécu inondation, tornade, inondation, COVID, là, 4 crises en 4 ans. Les crises d'inondation puis de tornade ont frappé le parc immobilier de logements abordables. On est vraiment dans une situation qui est extrêmement difficile. Puis la COVID, il y a un phénomène chez nous, je ne sais pas si ça va être documenté partout au Québec, mais il y a un phénomène qu'on appelle le couch surfing. C'est des gens qui vont d'un divan à l'autre, donc d'un ami à l'autre, et qui réussissent à survivre sans appartement. Mais dans le contexte de COVID, ils sont moins bienvenus d'aller coucher chez les amis. Ça fait qu'il y a eu une augmentation notable de gens qui ont besoin de logements sur le terrain.
Ça fait que, oui, entente de principe, c'est une victoire. On est content. Je pense que les villes ont joué un rôle important pour motiver les deux gouvernements à signer. Mais l'argent n'est pas encore rendu sur le terrain. Chez nous, là, c'est près de 9000 personnes qui payent 30% ou plus pour se loger. C'est 1200 unités qui pourraient lever s'il y a de l'argent qui arrive dans le système immédiatement. Ça fait qu'il y a une urgence. Juste la liste d'attente pour les HLM, c'est autour de 1000 personnes. Je vais le réitérer, moi aussi. On parle pas de... On n'a pas le goût de construire des maisons, on a le goût d'aider des gens. C'est un vrai enjeu qui a toutes sortes de conséquences. On ne peut pas lutter contre la pauvreté si les gens prennent chaque minute de leur journée pour payer un loyer. Ils ne peuvent pas aller se former, ils ne peuvent pas retourner à l'école, ils ont de la misère à gérer, les enfants, ils ont de la misère à gérer le quotidien. Le logement, c'est fondamental si on veut améliorer notre vie dans tous les aspects. Puis notamment notre niveau de vie. On ne peut pas lutter contre la pauvreté si le monde n'a pas de logement. Ça fait que si on est ici, puis si on va continuer d'être prudent dans ce dossier-là, c'est que c'est essentiel pour le bien-être de notre monde. Puis on parle beaucoup des grandes villes, mais j'ajouterais moi aussi que ça compte pour toutes les petites villes. Et nous, on a des voisins qui sont beaucoup plus petits que nous autres, mais qui ont des problèmes de logement. On ne veut pas non plus qu'il y ait des déplacements de population à cause de ça. Il faut que ça touche tout le Québec. Il faut que le logement, les gens puissent se loger dans leur région, dans leur ville. Donc oui, bonne nouvelle, mais on va rester prudent et on va être aux aguets. Merci. Alors, permettrai de saluer et de féliciter Valérie et Maxime pour le travail qu'ils ont fait dans les 3 dernières années et dans les derniers mois, parce que si, après 3 ans de blocage, comme par hasard, tout s'est bousculé dans les 24 dernières heures, ils en sont probablement les premiers responsables. Comme je suis le plus vieux et le doyen, vous allez me permettre de me réjouir, mais avant d'être hilar, je vais attendre que l'encre sèche sur les ententes. Le problème principal de ces négociations-là, ce qu'on a compris, c'est qu'évidemment, on voulait changer ce qui existait. C'est rare que ça nous arrive, on voulait conserver le statu quo, et comme disait Chateaubriand, « It ain't broke, don't fix it ». Et le programme Accès Logis, ça fonctionne depuis 25 ans, et ça fonctionne encore. Et l'idée qu'on pouvait potentiellement nous imposer des normes dites nationales, on a toujours pensé que c'est nous qui savons où sont les gens démunis dans nos communautés, et on sait quoi faire parce qu'on est sur le terrain. Je peux vous dire que nous, à la Ville de Québec, les décisions qu'on a prises pour les 5 prochaines années n'étaient sûrement pas en harmonie avec ce qui était exigé dans les négociations, parce que nous, on a décidé que la majorité de nos 2300 unités de logements sociaux dans les 5 prochaines années iraient en faveur de gens pour qui le marché libre ne peut rien faire, c'est-à-dire les itinérants. On va même racheter des maisons de chambre possédées par les voyous de l'immobilier. On a 200 jeunes qui sortent annuellement de la DPJ ou des familles d'accueil, donc ils auront 200 logis pour eux autres. Évidemment, et on va mettre beaucoup l'accent sur ceux qui vivent des handicaps, autant physiques que psychologiques, et finalement, on va investir aussi auprès des personnes âgées seules qui ont un début de manque d'autonomie. Alors ça, chez nous, on sait que c'est la priorité. Et je veux féliciter évidemment tous ceux et celles qui ont participé aux dernières négociations. Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec Pablo Rodriguez dans les dernières semaines sur ce dossier-là et d'autres. Et je veux leur dire que, je répète ce que mes collègues ont dit, il y a sûrement des fonctionnaires fédéraux qui sont fait bousculer dans les dernières 24 heures. J'espère qu'on ne se reprendra pas dans les détails, pour raplomber les affaires comme ils les voulaient avant ce 24 heures-là. Et donc, on va rester prudent, puis on va répéter, et même au gouvernement du Québec, qu'il s'assure que la majorité des sommes aillent dans un programme qui fonctionne malgré son âge, c'est-à-dire Accès Logis. Voilà. Merci. Donc, nous allons passer à la période de questions. On va débuter en français avec les journalistes qui sont présents sur place. Bonjour, Mme Plante, Philippe Bonneville du 98.5 FM. Peut-être nous dire concrètement, les gens qui nous écoutent, là, concrètement, qu'est-ce que ça va changer
cet argent-là à Montréal? À partir de quel moment on va voir des impacts au niveau du logement provenant de cette entente-là? Il faut savoir que quand on parle de logement, souvent ça prend du temps. Entre le moment où un projet, on dit OK, il y a ces unités de financement, on a l'argent, on a trouvé les partenaires, ça peut prendre jusqu'à 4-5 ans avant qu'ils sortent de terre. Donc, je sais que souvent les gens vont dire voyons, il semble qu'on les voit pas, mais ça prend un certain temps. Dans notre cas, par exemple, notre stratégie de 12 000 logements sur les logements sociaux, on a atteint à peu près 60 de notre cible, mais je dirais qu'il y en a à peu près 15 qui sont sortis de terre. Donc, ça prend du temps. Et pour ce qui est du logement abordable, bien, ça, on en est très fiers. On est rendu à près de 90 des 6 000 unités. Encore une fois, ça prend du temps à ce que ça se construise. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que avec notre stratégie 12 000 logements, l'argent qui, on l'espère, va passer à travers les programmes existants, Accès Logis, entre autres choses, va nous permettre de venir finir cette stratégie-là. Mais je vous cacherai pas que c'est juste un début pour nous, parce que les besoins sont immenses. Alors, ça se veut très concret, mais ça prend un bout de temps, et c'est pour ça que c'est inquiétant pour nous, parce que du fait que ça fait 3 ans que c'est pas signé, il n'y a pas de nouvel argent qui circule. Et comme ça prend du temps à faire un projet, ben on s'approche du moment de non-retour où il va y avoir un trou, plus de construction, plus de projet. Donc, c'est absolument crucial. On aurait voulu que ça se règle avant. Mais là, en tout cas, je parle pour Montréal, nous, on était rendus, entre guillemets, au bout du rouleau. On n'avait plus rien. Puis d'arrêter une machine qui fonctionne avec des partenaires communautaires, avec même des privés dans certains cas, c'est jamais bon. Question pour M. Labaume et Mme Plante aussi. Dans les deux cas, vous avez parlé d'une certaine inquiétude pour les détails. On voit que vous n'avez pas vu l'entente formelle et tout ça. Qu'est-ce qui vous inquiète dans ces détails-là, tant M. Labaume que Mme Plante? Vous savez, une entente de principe, c'est toujours un moment heureux, mais ça demeure une entente de principe. Et nous, ce qui nous inquiète, ce sont les canaux qui sont empruntés pour transmettre l'argent au gouvernement du Québec. Alors, les détails, c'est ça. Parce qu'on nous a parlé d'une entente de principe, on a parlé à plein de monde hier, mais moi, je n'en connais pas la nature. Et donc, on peut s'entendre sur un grand principe, puis finalement, dans les détails, défaire tout le principe. C'est possible très facilement, cette affaire-là. Alors, où va l'argent, dans quel canal et à quel rythme? L'air de rien, là, juste ça, ça nous éclaircirait. On aurait 90% des réponses qu'on cherche. Alors, je ne peux pas vous en parler plus parce que là, c'est pas... Donc, vous, ça vous inquiète assez, hein, Mme Plante? Ça vous inquiète pas mal? C'est pas tant... Je veux dire, comme je vous dis, c'est quand même pas rien, là, que après 3 ans, ça débloque en 24 heures, puis on se le cachera pas. Je pense que le fait qu'on se mobilise, les 3 maires des plus grandes villes, enfin de villes très importantes au Québec, je pense que ça a eu son effet. Mais faut voir le papier, on n'a rien vu. Monsieur Maxime. Bien, là-dessus, quand on dit 3 villes, il y a aussi un détail, c'est qu'on a les 3 seules villes mandataires du gouvernement du Québec. Donc, les 3 seules villes qui ne font pas affaire directement avec Québec, ils nous délèguent une partie de la job. Ça fait que, sans manquer de respect aux autres, je dirais que nous, on a les 2 mains dedans. T'sais, on connaît ça très concrètement. Chez nous, ce qu'on va chercher dans les détails, c'est... Nous, on a, je vais de mémoire, mais c'est à peu près 600 unités là, qui pourraient lever presque immédiatement, mais qui sont dans des projets qui sont pas viables financièrement parce qu'il n'y a pas assez d'entrée d'argent public pour que le projet... Fait que, concrètement, ce que ça veut dire, c'est s'ils signent, je sais pas quand, là, mais dans les prochains jours, et si ça permet de transférer l'argent à ces projets-là, puis moi aussi, je pense qu'Accès Logis, c'est le mécanisme qui marche le mieux. C'est assez vite des projets qui lèvent, là. Ça peut être au printemps, là. Tu sais, c'est pas de la théorie qui va prendre 4-5 ans, là. C'est pour ça que le canal entre l'entente actuelle puis ces projets-là, c'est ça qu'on va regarder de proche, nous autres. C'est dire, malgré mon scepticisme, je veux quand même dire que ce qui s'est dit hier, puis ce qui se redit ce matin, c'est pas arrivé depuis 3 ans. Alors, je dis toujours que les responsables politiques au fédéral et au provincial sont pris maintenant avec leur enthousiasme. Hein? Ça aide, ça. Alors, maintenant qu'ils ont été enthousiastes, nous autres, on veut voir les détails. Alors, il va y avoir une entente. Alors, on parlait même pas de ça il y a 24 heures, là. Alors, oui, malgré mon scepticisme, je répète, je suis plus vieux, là, c'est pour ça, là, mais il y a une entente, ils se sont commis, ils sont enthousiastes, on l'est aussi. C'est ça. Voilà.
Bonjour Mme Plante, Zachary Gaudreau, Journal Métro. Juste pour revenir sur la stratégie 12 000 logements sociaux, avez-vous espoir que si cette entente-là, justement, bon, avec la conclusion de cette entente, ça va vous aider à réaliser dans les temps ces 12 000 logements sociaux-là? Évidemment, c'est ce qu'on souhaite. Dans les 2 dernières années, on a fait plusieurs demandes à Québec, justement, en disant, ben nous, on est prêts, la stratégie est là, on a les partenaires. À Montréal, on a l'expertise, on a, au sein de la Ville également, on a toute une équipe qui... Ben, on l'a vu, là, le fait que c'est une priorité. Le règlement d'inclusion, le 50 millions d'investissements, là, il n'y a pas d'administration montréalaise qui a mis autant d'efforts et d'énergie. Ça veut dire aussi monter une équipe qui est capable de monter des projets. Donc oui, moi j'ai besoin, je suis très... ça m'encourage là, que je vais pouvoir remplir mes cibles. Mais encore une fois, c'est juste un début, ces cibles-là. Là. Il va en avoir d'autres, on va en établir de nouvelles là, pour le prochain mandat, c'est évident. Là. Ouais. Et accélérer la construction, parce qu'on sait dans le pourcentage d'avancement des 12 000, c'est en développement, financement. Bon, mais vraiment de les voir émerger de terre, est-ce que ça pourrait se faire d'ici 2020? Je peux difficilement vous dire comme la proportion et tout le reste, parce que justement, il y a une complexité, parce que la Ville de Montréal ne construit pas. On fait pas de la brique et du mortier. Nous, on facilite les montages financiers, on achète des terrains, on utilise notre droit de préemption, on fait tout ce qu'on peut. Mais évidemment, quand il est question de logement social, il faut que le gouvernement du Québec, c'est eux qui payent les unités sociales, la contribution. Alors, sans ça, les montages financiers sont jamais complets. Merci. Bonjour, Mme Plante, c'est Yves Poirier de TVA. J'ai une question pour vous, puis ensuite une question pour les Trois-Mers. Avant la COVID, il y avait 3 000 itinérants à Montréal, selon un bilan. Là. Il y en aurait combien selon vos estimations actuellement? Donc, selon notre commissaire aux relations avec les personnes en situation d'itinérance et les refuges avec qui on a un contact, on travaille étroitement, le nombre d'itinérants aurait doublé. Et présentement, malgré les ressources hivernales supplémentaires qu'on a mis en place, on pense qu'il va nous manquer à peu près 300 lits dès le début de l'hiver. Donc, combien au total d'itinérants, selon vous? Vous avez le nombre que vous avez, doublez-le, là. Allez-y donc, votre réponse. 6 000 que vous avez dit? Non, 3 000. 3 000. Donc, on pense qu'il y aurait à peu près 6 000 personnes en situation d'itinérance et qui ont des profils très, très, très différents, là. Il y a tout un continuum de personnes qui sont arrivées dans l'itinérance pour différentes raisons. OK. J'ai une question pour les Trois-Mers. Ça concerne la COVID, évidemment. On ne peut pas y échapper. Là, vous êtes tous en zone jaune, vos régions respectives. Là, qu'est-ce qui va se passer si on bascule en zone orange? J'imagine que vous, le confinement total, là, ça serait catastrophique pour vous, vos régions respectives. Là, on l'a vu là, pendant quelques mois, là, M. Labombe, Mme Plante, M. Pedneau-Jobin, je veux vous entendre. Là, je vais me déplacer vers la caméra parce que je veux que vous regardiez les... Vas-y, Maxime. Moi, ça m'inquiète énormément parce que ça a été dur, puis c'est encore dur. Tu sais, je pense, je dirais à tout le monde, là, mais en particulier aux extrêmes, là, les enfants d'un côté, puis les personnes plus âgées, là, les problèmes de santé mentale. Moi, je suis sûr qu'il y a des victimes de la COVID qui sont pas comptées dans les hôpitaux. Là. C'est des gens qui se sont laissés aller, des gens qui ont pas pu passer à travers le printemps. Ça fait que moi, j'incite là, avec la plus grande force possible les citoyens à être prudents. Parce qu'on veut pas revivre ce qu'on a vécu ce printemps. Puis là, ce qu'on entend, c'est que les scénarios deviennent de plus en plus possibles. Mais il faut qu'on pense à nos aînés, il faut qu'on pense à notre monde, il faut qu'on pense à nos enfants. Tu sais, c'est pas si compliqué ce qu'on nous demande de faire, là, d'être à 2 mètres les uns des autres, de porter un masque. Là, tu sais, c'est pas... Il y a des pays qui vivent des choses pas mal plus tough que nous. Puis si on fait ça, on est capable de se protéger contre une deuxième vague qui pourrait être plus dure que la première. Parce que faut qu'on se le rappelle, là, ça a été dur la première. Moi, je dirais surtout psychologiquement, là, surtout au niveau de la santé mentale pour nos aînés. Tout d'abord, la science a encore une fois raison. Il faudrait peut-être le répéter. Là. La science a encore une fois raison. On pensait peut-être passer par-dessus, mais il arrive, même si c'est un virus qui est relativement nouveau, celui-là précisément, il en demeure pas moins que les scientifiques nous avaient dit ce qui arriverait, et ça arrive. Nous, à Québec, on est déçus parce que, honnêtement, on était passé au travers assez, pas facilement, mais on avait réussi à passer au travers sans trop de dommages. Mais là, ce qui nous arrive, on est tous, un peu stupéfiés. Et, il y a eu des irresponsables dont vous avez entendu parler à Québec, là. Alors, je
j'aurais le goût de vous donner ce que je pense dans le fond de mon cœur, mais là, je pense qu'il faut être un petit peu encourageant parce que moi, je pense comme Maxime, il y a beaucoup de gens au sortir de la première vague qui étaient vulnérables au point de vue psychologique. À la Ville de Québec, nous, c'était notre principale préoccupation pendant la pandémie et qui sont encore vulnérables. Et c'est à eux et elles que je pense. Si on doit revivre des restrictions plus importantes, là, j'ose pas croire qu'on sera au confinement, mais ça va être extrêmement problématique. Puis nous, chez nous, j'ai l'impression qu'on se réveille là. T'sais. Ben, en terminant, je pense que j'ai envie de dire à ceux et celles qui nous regardent, puis que nous, à Montréal, on a été durement frappés. Ça nous a fait mal. C'est dur pour le moral. Ça a été dur pour tout le monde. Ça a été dur pour l'économie. Puis on n'est pas sorti du bois. Donc, je pense que j'invite les gens des autres villes et les gens de Montréal à voir un peu ce qu'on a traversé, puis se dire, hey, on veut pas ça. On veut pas ça. On veut pas que toute la population se sente qu'on soit obligé de reconfiner puis de se sentir, menacé, là, comme ça a été le cas. Donc, effectivement, on se lave les mains, on garde notre 2 mètres. Les parties privées, c'est pas le temps. On respecte, même si on a envie de se faire des câlins, tout le reste, c'est pas le temps. Donc, je demande vraiment à la population là, de faire preuve de discipline et de résilience par rapport à ça. Bonjour, Mathieu Prost de Radio-Canada. Bonjour, Monsieur Dame. Une question d'abord pour Madame Plante, puis ensuite pour vous trois. Concrètement, Madame Plante, est-ce qu'une partie des sommes que vous allez recevoir pourrait être allouée à la réparation des HLM à Montréal? On sait qu'il y en a des centaines qui sont fermées depuis des années et qui attendent quelques réparations. Absolument. Absolument. Dans les demandes que l'on fait auprès du gouvernement, là, dans les études de crédit, quand on prépare le budget, on demande des sommes pour le parc existant. C'est à peu près à la hauteur, grosso modo, là, de 150 millions de dollars. Donc oui, parce qu'il faut faire du nouveau, mais on en a de l'existant. Alors, on a tout à fait intérêt à le réhabiliter, là, à le mettre aux normes. Question pour vous trois sur effectivement la COVID. On annonce en ce moment que les policiers vont pouvoir intervenir dans les bars, notamment, en particulier dans les zones jaunes, comme celle de chacun de vos administrations. Est-ce que des policiers, à partir de minuit, pour voir si on consomme de l'alcool ou pas, on va trop loin dans la surveillance des comportements? Écoutez, je pense qu'on n'est pas à la veille d'avoir un État policier, là, n'exagérons rien. Là. Sauf que là, le problème, c'est une question de santé. C'est une question de santé publique. Alors, j'ai moins, moi, de problèmes avec l'intervention policière, puis je pense qu'au Québec, ils le font de façon intelligente et raisonnée. Nous, au Québec, je vais vous dire qu'en fin de semaine, il y avait des équipes un peu spéciales avec des policiers, des gens du CIUS de la capitale nationale qui faisaient le tour des commerces dans une couple de quartiers de Québec. Et les policiers ont été très vigilants dans les parcs d'une couple de quartiers. Il faut que ça se fasse parce que, de balancer l'intervention populaire, l'intervention policière dans nos communautés. Alors moi, l'autre côté de la balance, c'est la santé publique. Alors, si c'est nécessaire, faisons-le. Parce que vous n'avez pas idée, chez nous, le karaoké, là, le fameux karaoké, vous n'avez pas idée ce que ça a donné comme conséquence. Je ne veux pas exagérer, parce que ce gars-là va trouver ça dur, là, mais ce foyer-là s'est étendu à une vitesse fulgurante. On parle de 71, c'est pas vrai, c'est beaucoup plus que ça. Alors, s'il avait fallu que si les policiers avaient pu le fermer, arrêter ces activités-là, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors, moi, je pense que, en tout cas, chez nous, au Québec, sont assez raisonnables pour faire ce qu'il faut. Mais ça devient nécessaire à un moment donné. Bon, vous allez me dire, les policiers qui arrivent dans des parties privées, écoutez, c'est pas l'idéal. Mais si ça peut empêcher des gens de mourir, oui, je pense que c'est nécessaire. Alors, virons pas fou avec ça, là. On n'est pas dans un État policier, mais là, on parle de santé publique. Madame Plante. Rapidement, vous savez, nous, dans la première vague, il y avait la question des parcs. On les ferme, on les garde ouverts. Moi, j'ai toujours été de l'école de les garder ouverts pour des raisons de santé mentale, même pour les Montréalais. Mais ce qu'on avait fait, c'est augmenter la présence policière.
parce qu'on voulait les garder ouverts. Et moi, en ce moment, je souhaite que l'économie, ou du moins les restaurateurs, les bars, les restaurants, ils demeurent ouverts. Mais en même temps, il faut respecter les règles. Et il y a une chose qui est évidente, c'est que plus la soirée avance, on prend un verre, ben c'est la nature humaine, hein, d'oublier, parce qu'en plus, on a eu une année difficile. Donc, on est loin d'un État policier. C'est pas ça qu'on veut, mais en même temps, présentement, si on veut pouvoir garder, ouverts les lieux publics, les commerces, ben oui, je pense que c'est correct d'augmenter la présence policière. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les gens se responsabilisent. Je le rappelle, là, chez vous, là, vous avez une responsabilité. Ça devrait être vous un peu la police, là. On veut pas que la police vienne chez vous. Faites-vous vous-même la police, de dire ben non, là, on partage pas la trempette, puis à un moment donné, on n'est pas plus que 10, puis mais donc on a tous une responsabilité là-dedans. Monsieur Pazno-Jobin. Deux choses, vous permettez de revenir sur le logement un petit peu. L'importance de regarder les détails dans cette entente-là, c'est que c'est extrêmement différent d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre. Puis je pense que c'est une des choses qui explique les 3 ans, c'est que c'est aussi extrêmement différent de Québec puis le reste du Canada. C'est pas un modèle de logement qui est le même du tout, là. Je crois que c'est un domaine où on peut appeler un modèle québécois, là. Il y a ses failles, mais il y a aussi ses forces. Puis je reviens au parc immobilier de rénovation. C'est beaucoup plus important comme enjeu ailleurs au Canada que chez nous. Mais c'est vraiment des enjeux qui doivent être ciblés en fonction de la réalité locale. Puis nous autres, on travaille avec les organismes communautaires, avec le réseau de la santé, avec vraiment l'ensemble des partenaires. C'est qu'on est capable de cibler des projets qui répondent à des vrais enjeux précis dans la communauté, puis adapter les projets à ce vrai problème-là. C'est pour ça que les détails sont importants. Tu sais, nous autres, on défend l'autonomie municipale. Bien, dans un cas comme ça, là, la capacité d'agir sur le terrain en fonction de nos enjeux à nous, là, elle est, je dirais, peut-être plus importante en logement que dans d'autres domaines parce qu'il faut s'adapter aux communautés. Dit, laissez-nous faire nos choix. On les fait depuis 25 ans et ça marche. On connaît notre monde, on connaît nos communautés. Alors, faites pas de choix à notre place. On le dit au fédéral, on le dit au provincial éventuellement. Laissez-nous faire notre travail. Tous les maires qui m'ont précédé depuis 25 ans ont fait un excellent travail dans le logement social. Puis les prochains aussi le feront. Alors, laissez-nous faire le travail, ne décidez pas à notre place. Sur les parcs, juste un petit mot. Nous, on a fait comme Montréal, c'est-à-dire qu'on a voulu laisser les parcs ouverts le plus possible, mais on a envoyé des fonctionnaires. On avait des équipes de sensibilisation. Ça fait que plutôt que d'avoir des policiers, on a mis des fonctionnaires qui sont devenus, même la personne à réception à mon bureau est devenue dans une équipe d'intervention dans les parcs. Et ça a été extrêmement utile parce que c'était... D'abord, c'est pas les forces policières, ils sont capables de faire la job, mais ils ont des fois d'autres priorités que patrouiller l'ensemble de nos parcs. On a 15 % de Gatineau qui est en parc. Ça fait que nos fonctionnaires ont pu faire ça. Puis moi, j'exclus pas, si on va plus loin, qu'on recommence ce type d'initiative-là où c'est vraiment des équipes de sensibilisation parce que, comme Mme Plante disait, il faut aussi faire appel au sens de responsabilité des gens eux-mêmes. Tu sais, l'État peut faire beaucoup, la police peut faire beaucoup, mais si tous les citoyens prennent sur eux, là, assument leurs responsabilités face à leurs voisins, face aux autres, ça va être pas mal plus facile pour tout le monde. Merci. Oui, bonjour. Question pour les 3 maires sur l'entente de principe qui est intervenue. C'est des longues négociations, ça a pris plusieurs années. Vous avez parlé de l'urgence, Mme Plante, vous avez dit que Montréal est un peu à sec aussi. Bon, là, il y a une entente de principe, il faut comprendre que l'argent ne viendra pas immédiatement. Est-ce que vous voudriez voir, par exemple, le gouvernement du Québec mettre peut-être l'épaule à la roue, puis je ne sais pas, avancer ces sommes-là, étant donné qu'une entente de principe pour vous permettre, là, à vous 3, d'être capable de soit mettre des chantiers de l'avant plus rapidement ou faire des réparations? Bien, écoutez, nous, évidemment, à chaque préparation du budget, on rencontre nos collègues à Québec. Donc, ils connaissent bien là, les besoins qui ont été qu'on leur présente concernant le programme Accès Logis, entre autres choses. Là. Donc, moi, j'ai bon espoir que si l'entente n'est pas signée, qu'effectivement, on puisse au moins permettre aux villes de continuer leur travail. Parce que, comme on disait, l'habitation, c'est complexe puis ça prend du temps. Le message aujourd'hui est quand même important parce que ça veut dire aux gens qui nous écoutent, puis ceux qui font des projets, là, ils vont pouvoir dire, OK, l'argent il va arriver. Ça, c'est pour ça que c'est positif, puis c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Parce que là, la machine, je peux dire, commence à être découragée.
Les gens se disaient, ben là, pourquoi moi je monte un projet? Pourquoi moi je suis un OBNL? Puis ça me prend, en plus de gérer mon organisme, j'essaie de monter un projet d'habitation pour les personnes en situation d'itinérance, mais on ne sait même pas s'il va avoir de l'argent. Donc là, au moins, il y a un signal important qui est envoyé et j'espère que le Québec pourra, contribuer à ce que cet enthousiasme continue de la part de la machine, je veux dire, de tous les acteurs qui travaillent en habitation. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas besoin du chèque là, demain matin pour... Bon, on ne se cachera pas qu'on aimerait bien ça. On va prendre l'argent le plus tôt possible parce que ça fait 3 ans qu'on attend. Donc, vous comprenez que nécessairement, là, je pense que nous tous, on pourrait vous dire en entrevue individuelle, le projet qui attend depuis 5 ans. Tantôt, on entendait 10 ans. Il y a un projet d'habitation qui attend depuis 10 ans parce que il manque un peu d'argent, je sais pas moi, une couple de millions pour pouvoir loger, je sais pas moi, une population en particulier. On peut tous vous en nommer des projets comme ça. Fait que c'est sûr que le chèque, on l'attend. Mais au moins, aujourd'hui, moi, je trouve ça une bonne nouvelle, en tout cas pour la Ville de Montréal, où je suis capable de dire à mes partenaires, il va y avoir de l'argent. Fait qu'on peut continuer à travailler. On va pas tout arrêter, là. La presse. Madame Plante, les experts prévoyaient un ralentissement du marché immobilier dans la foulée de la COVID. Ça ne s'est pas passé, du moins à Montréal pour l'instant. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Ville qui va ramasser plus de revenus de taxation ou au contraire, les acheteurs auraient eu besoin d'un petit répit? Écoutez, présentement, avec la situation économique qui est pas facile à Montréal, tout secteur qui va bien, on se réjouit, là. Effectivement, la construction va bien. Il faut savoir que les projets de HLM et d'axélologie, là, ça représente en général 10% des mises en chantier. Fait que c'est quand même pas rien, là, 10%. Donc ça contribue également, quand je disais que ça contribue à l'économie, le logement social et abordable, c'est vrai. Je pense qu'il faut d'autres mécanismes pour pouvoir aider les acheteurs. La Ville de Montréal, nous, on a un programme pour supporter là, qui va jusqu'à 15 000 $ qu'on donne aux citoyens, dépendamment de leur type de résidence ou encore du quartier. Puis je pense qu'un programme comme le règlement d'inclusion va venir aussi contribuer parce que là, à ce moment-là, on s'assure qu'il y a des unités que dans nos projets immobiliers, dans nos grands développements, je pense à la Molson, qui est un bel exemple, sur le bord du fleuve, beau quartier, centre-ville, on sait qu'on va avoir 20 % de logements abordables, 20 % de logements social. Je pense que ça aussi, ça donne des options pour les gens. Vous parlez du nombre de personnes sans domicile fixe qui a doublé à Montréal. On sait que les mesures de flexibilité des prêteurs hypothécaires des banques sont en train de se terminer ces mois-ci, donc des gens vont devoir faire des choix graves. Est-ce que vous craignez que ça aussi, ça puisse gonfler les rangs des personnes sans domicile fixe? Ça, c'est un élément. Une possible deuxième vague, en fait, je pense qu'on va pas dire une possible, il va y avoir une deuxième vague, mais quelle sera sa proportion? Oui, puis quel impact ça va avoir sur les milieux de travail et tout le reste, et qui pourrait ramener plus de gens dans la précarité, en effet. Parce qu'il y a des gens des familles, des ménages qui se sont tenus à flot pendant la première vague. Mais là, admettons une deuxième vague. Puis à un moment donné, ça a un impact aussi majeur sur l'économie. Bien, c'est sûr qu'il y a des gens pour qui ils passeront peut-être pas au travers aussi facilement. Bref, ça va peut-être être plus difficile de passer à travers la deuxième vague. Comme je le répète, que la deuxième vague va avoir un impact dévastateur aussi sur bien des commerces qui, malgré tous les efforts de la Ville, tous les efforts des gouvernements, peut-être qu'ils ne vont pas passer au travers. Maxime? D'en rajouter sur l'itinérance. L'effet COVID chez nous, là, c'est par exemple qu'on a un refuge parce qu'il est plus capable d'accueillir le même nombre de personnes pour respecter les principes de distanciation, ça fait qu'on a ouvert un aréna. Les gens sont dans un aréna, là, c'est pas un milieu de vie, là, c'est pas un endroit où passer l'hiver. Le danger de la situation qu'on vit, c'est que les gens qui sont dans un contexte comme ça, qui est pas mal moins favorable, tu n'as pas d'intimité, tu n'as pas peu d'espace pour rencontrer des intervenants, c'est un aréna. La crainte qu'on a, puis la crainte que la santé publique exprime, c'est que cette situation-là va faire que des gens qui s'en seraient sortis vont se chroniciser. C'est-à-dire des gens qui auraient pu sortir de l'itinérance vont pas faire le pas parce qu'ils sont trop dans une situation difficile personnellement. Ça fait que ça, c'est aussi
une inquiétude, puis c'est aussi une raison d'accélérer le plus rapidement possible la construction de logements pour sortir les gens d'un contexte qui est terrible, là. Puis si on a une deuxième vague d'une grande ampleur, puis qu'on reste dans un contexte comme ça, là, ça va être extrêmement dur pour des gens qui auraient pu s'en sortir. Puis ça, moi, ça m'inquiète énormément. Tout à l'heure, le phénomène itinérant, c'est incroyable ce qui se passe actuellement. Nous, à Québec, on appelle ça l'immigration d'itinérants. Les itinérants, puis ils ont des canaux de communication qui nous étonnent toujours, là, on en discutait tout à l'heure. Beaucoup d'itinérants de l'Est du Québec atterrissent à Québec, je présume qu'on donne des bons services, puis on a même des itinérants anglophones qui arrivent de l'Ontario. J'ai de la misère à comprendre, mais ça existe actuellement. Il faut y loger, là. Hein? Puis on se fait des plans, mais cette arrivée de cette nouvelle cohorte-là, on ne l'avait pas prévu là. Bon, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Oui. Guillaume Cyr, du journal 24 heures. Ma question s'adresse à Valérie Plante. Je dévie un peu du sujet, mais dans le cadre des consultations prébudgétaires 2021, une recommandation de la Commission sur les finances et l'administration de l'agglomération de Montréal proposait de rendre bilingues les consultations publiques, sachant que la Ville de Montréal n'a pas un statut bilingue. J'aimerais ça peut-être vous faire réagir sur la question. En fait, c'était dans le cadre de les consultations prébudgétaires, hein, que je le rappelle, on est la première administration à faire cet exercice-là, donc d'inviter des citoyens et citoyennes à se prononcer et faire des suggestions. Donc ça, on en est très fiers. Et comme on s'adresse à toute l'agglomération, où il y a également des villes qui ont un statut différent au niveau de la langue, et dans un esprit aussi de pouvoir recevoir le plus grand nombre de commentaires et de participation, on était confortable à ce que cette consultation-là se fasse dans les deux langues, mais ce n'est pas systématique. Hein, ça dépend. Mais quand on veut, par exemple, une politique sur les aînés, on trouve aussi que c'est important de pouvoir aller dans des milieux de vie, puis des fois, il y a différentes langues qui sont utilisées, mais dans aucune mesure, ça ne me remet en question le statut francophone, je le rappelle, de la Ville de Montréal. Merci. Dernière question qui nous est venue. Dernière question qui nous est venue par texto. Donc, question pour Mme Plante et pour M. Labombe. Avez-vous discuté ensemble du projet Laurentia du port de Québec? Pensez-vous que les ports de Québec et de Montréal peuvent collaborer? Pour Mme Plante, avez-vous été surprise par les déclarations de M. Labombe, question du Journal de Québec? Ben oui, à chaque fois qu'on se parle, on parle de ça. Fait que... en fait, Régis et moi, je veux dire, tous les deux, on est préoccupés par la santé économique de notre région. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on se dise, on veut un projet structurant, on veut que notre économie aille bien. Là où on discutait, Régis et moi, ce matin, c'est la pertinence d'avoir deux projets dans la mesure où ils ne se cannibalisent pas, qu'ils sont complémentaires et qu'ils se portent pas ombrage. Et je pense qu'on est vraiment dans cet esprit-là depuis le début. Régis et moi, on est vraiment en mode collaboration. Comme on dit, les petites chicanes, on a d'autres chats à fouetter, que je dirais, hein, la COVID... et justement la relance économique de nos villes. Donc, on est dans un esprit beaucoup plus de trouver des solutions par rapport à nos ports respectifs. Ça donne bien, on en a discuté. Premièrement, moi, je pense que l'expansion du port de Montréal, c'est très pertinent. L'expansion du port de Montréal à Contrecœur, c'est pertinent. Notre projet, nous, il est différent. C'est que les bateaux qui viendraient à Québec ne peuvent pas se rendre à Montréal, tout simplement parce que vous avez des bateaux aujourd'hui, des Panamax, qui transportent 10 000 conteneurs. Ça prend du tirant d'eau, il faut que ça passe en dessous des ponts, etc. Le détail quand même, là. Alors moi, j'en viens à la conclusion que les deux sont nécessaires et qu'on a besoin d'une meilleure coordination du transport maritime dans la voie maritime Saint-Laurent. Et si on pense au gain total pour le Québec et le gain total pour le Canada, ça me semble évident que c'est la meilleure solution. Voilà. Et à Québec, si c'est bien coordonné, on n'a pas à être en compétition avec Montréal et à Contrecœur. On peut choisir le genre de bateaux qui viennent à Québec, ceux qui ne peuvent pas venir à Montréal. C'est pas si compliqué, ça. Il faut juste qu'on admette que ce sont deux marchés différents. L'industrie évolue très rapidement. En passant, l'industrie maritime, c'est une industrie qui grossit de façon
pas exponentielle, mais ça va très vite. Et si on ne s'entend pas, c'est vous qui va gagner, ça va être la côte est américaine, on va tous perdre. Le pays va perdre, le Québec va perdre. Puis quand je parlais de ceux qui parlaient contre le port de Québec, là, c'était pas Valérie, je veux quand même le préciser, là, on s'en parle, nous autres. Alors, il faut cesser cette vision-là à courte vue, là, ça ne marche plus aujourd'hui quand vous considérez cette industrie mondiale du transport maritime. Il faut qu'on s'ajuste et il peut y avoir des synergies assez extraordinaires entre les deux, mais maintenant, il faut prendre des décisions de travailler ensemble. Et moi, je dis aux deux gouvernements, puis j'en suis rendu là, les deux sont pertinents, les deux devraient se bâtir. Et en plus de ça, moi, j'ai dit à Québec que mon espoir comme maire de Québec, c'est qu'il n'y ait plus de transbordement en vrac sur les quais de Québec et qu'il s'en aille, ce transbordement en vrac-là serait accueilli avec grand bonheur par des villes portuaires de l'Est du Québec. Alors, si on est intelligent, on va se faire un projet pour l'ensemble de la voie maritime, à partir de cette île jusqu'aux écluses. Moi, je pense que l'avenir du Québec, c'est ça. Les écluses sont à Montréal. Non, mais c'est correct. Jusqu'aux écluses. C'est correct. Oh, we're Hi. in English now? English now. So Brittany Enriquez, Global News. So this is unrelated, but a few questions. First, I know that the Commission of Finances released a report recommending a reflection on the police budget. I know that the Coalition to Defund the Police asked basically for a little bit more immediate action, more concrete solutions, and more public money being reallocated to mental health or homelessness. So I wanted to know what's your reaction to that? So my position on this is that I think having a reflection is a good thing. I think our society is evolving, and I think it's important to consider what is happening in the world, but also in our province, in our country, in our city. So I'm open to have a bigger reflection, and my objective in all this is to see what are the tools necessary to address different situations. For example, if there's like a thief somewhere, well, I want to have a police officer with his gun. Or, you know, like that. That's what I'm kind of hoping for that specific situation. But if we're dealing with homeless people dealing with mental health or maybe under the use of drugs, well, maybe then it's a different type of intervention. So what I'm interested in is what kind of is reflecting on the type of police we're looking for, and what are the best tools or the best way to make sure that we can address those different needs in the best way possible, respecting the population. Thank you. Also, Minister Guilbeault was announcing an increase in fines and police surveillance in restaurants, namely. Can you kind of give a reaction to that if you've heard about it yet? Yes. Like I said, I mean, it's not what we want. We don't like seeing police officers interfering into the, public sphere or even the private sphere. That being said, we've done it during the first wave regarding parks. I didn't want it to close parks, but we came up with an agreement, if I could say, that there would be more police presence to make sure that people respect and make sure that there's a lot of people gathering. And it actually did work. So for me, it's a balance. We want to have more presence of police officers to make sure that some of those spaces respect the rules. That being said, ultimately, it's about us, individuals, not doing what's right or what is relevant to fight this second wave. So we do have a personal responsibility as well, especially in the private sphere. And apparently there will be also targets on restaurants with alcohol permits. What do you think about that? Honest, because it just happened, right? So I don't have the details, so maybe I can come back to you with That's no problem. And one last thing, I know that the STM says that the new hybrid buses are being delayed because of the pandemic. Just wanted to get your reaction on that. I mean, it's another kind of a ruffle effect of the pandemic, right? We ordered 300 buses at the beginning of our mandate, and it was an investment like we've never seen in Montreal, like for a very long time, 300 buses, which was supposed to support a raise of usage from riders.
well, the COVID did change everything. Less people in the subway and in buses. There's delays with the delivery. So we're adapting. But to me, our goal is still to make sure that once we're able to bring more people, in buses and the subway, that we'll be ready. Because those buses are coming in, but in a slower way. Hi, Gabrielle Fami with CTV. It's about the announcement of the day about social housing. Before I ask my questions, I was just wondering if you wanted to make a short statement in English. Yeah, sure. So yesterday we heard the government of Quebec and the government of Ottawa making une entente de principe, c'est quoi? Principal agreement? Yeah. A principal agreement regarding housing. We know that they've been negotiating for over 3 years. The money that is stuck in the middle is $1.4 billion. It's a lot of money, and the needs here are huge. And when we're here today, the three mayors of three big cities in Quebec to say that the needs are important. That's why we decided to gather. And hopefully, we feel like the fact that we decided to hold this press conference did play a part in this kind of a sudden turn into negotiation. But ultimately, we're really satisfied that it's moving forward, though we will need to see the agreement. What's in there? How do we make sure that the money goes to the right place? Because as cities, we're on the ground. We know what's going on. We know what are the needs. And so we want to make sure that we still have the flexibility. We still have the good programs that have been working for 25 years. So this is what we're hoping for now. And what's kind of the plan with this money? What's yeah. Voulez-vous Maxime ou Régis? Maxime? A few months ago, I talked to Minister Hussein, and we were at the caucus of big cities mayors for Canada. So it's the 22 biggest cities, and we were all members of the caucus. And he was saying that we had to think outside the box to solve the housing issue. My answer was that in Quebec, our system works. What we need to do is put money in the box, because things are working. Everything can be made better, but roughly things are good. So the goal with this agreement is our goal is to see if the agreement allows us to put money in the actual system, because that's our top priority. The system in Quebec works quite fine. Question about Tent City. Just an update on that and how this agreement could potentially impact those who are there. Yeah. Well, I wish I could say that this agreement will, solve the problem of people living in tents right now. Unfortunately, it's not the case. Because when we think about building housing, it takes usually about 5 years. That being said, for the situation on Notre Dame, we've been talking to, there's different organizations there supporting the people, trying to bring them to different shelters. But the situation is that all the shelters that we've put together only almost 3 weeks ago are full right now. And that brings us to the fact that the number of people in the homeless situation have doubled in Montreal. Those are the numbers we're getting, and it kind of makes sense seeing that new shelters, there was about 200 beds, they're already full. And so I'm worried about the winter, because usually we put emergency measures, but if the number of people have increased that much, it's not gonna fly. So we need to find new solution. And so for now, we're working with the people in tents to take them to different resources. But at the same time, if it's already full, I think it's normal to. I don't want them to not have a roof, even though it's a tent, but at least they have a roof right now. Mm-hmm. And just when you say it's doubled, that's over how long? Well, it's the COVID that definitely brought a huge, it increased in number, very, very fast. We were seeing it during the first wave, doing some with the food banks
the demands increased, and I'm sure my colleagues could say the same, like people asking for help for food, for housing, really increased. But the fact that with all the new units we've put together 3 weeks ago, it's already full, it really shows that it's not like before. It's absolutely not like before. And if we're facing a second wave, maybe there will be more people falling into precarité. I'm not sure how to say that in English. Precarity? Can you say that? Yeah. So we are really worried. Okay, thank you. Thank you. Il reste une dernière question. Donc, dernière question en anglais. Non, même pas, c'est CBC. Donc, dernière question de CBC. Assuming all goes well with this agreement in principle, how quickly can we expect to see social housing units and projects being built in Montreal? And to all three mayors, do you have any concerns with this tentative agreement? Tentative agreement. Right. How long it's going to take? Right. Well, I mean, like I said, when we talk about housing, it takes usually 5 years to do projects. Here in Montreal, all the money has been allowed to projects, so we're building them. So this agreement is a good news, so we can already tell our different partners, okay, you can come up with projects. There's going to be money. But it does take time, so that's why housing is never easy to fix. So we need to come up with different solutions. But if there's money in this agreement for renovating older buildings, then that could be something done quite fast. So that's a good news. That's a good possibility. But I think it shows at this point that though we're happy, it's a victory that finally, after 3 years, there's an agreement. We haven't seen the paper. We don't know what are the programs, where it's going to go, and so we want to stay vigilant. And of course, we want to make sure that people will consider us mayors, because we're at the forefront. We know what are the needs. We know the programs work. So we want the money so we can move as fast as possible. Ça te va-tu? Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à ce point 13. Bonne journée tout le monde. Merci.